La trajectoire de Roelf-Meyer présente une contradiction fondamentale. D'une part, les archives le montrent en tant que ministre de la Défense au sein du gouvernement de l'apartheid en Afrique du Sud, une figure centrale d'un régime ayant institutionnalisé le racisme. D'autre part, des documents plus tardifs le présentent, aux côtés de son ancien adversaire, Cyril Ramaphosa, l'un des leaders du Congrès national africain. Un scénario, bien que purement hypothétique, dans lequel cet homme serait nommé ambassadeur de la Nouvelle Afrique du Sud, confronte la nation à une question fondamentale. Où s'arrête le pardon? Où commence l'oubli? Pour saisir la profondeur du débat, il faut comprendre les deux hommes au cœur de cette histoire. Le premier est Roelf-Meyer. Né en 1947 et issu de l'Establishment Afrikaner, il est avocat de formation et gravit les échelons du Parti national, qui a mis en place l'apartheid. Il devient député puis ministre. En 1991, le président F.W. de Klerk le nomme ministre de la Défense, l'un des postes les plus puissants du régime. Meyer est alors perçu comme un pilier du système, chargé du maintien de l'ordre et de la suprématie blanche. Le second est Chris Hani. Né en 1942 dans la pauvreté du Transkei rural, son parcours est l'antithèse de celui de Meyer. Il rejoint jeune la lutte contre l'apartheid et devient une figure centrale de la branche armée de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, ainsi que le chef du Parti communiste sud-africain. Pour une large partie de la population noire sud-africaine, Hani représente la lutte sans compromis, une figure dont la popularité rivalise avec celle de Nelson Mandela. Ces deux trajectoires n'étaient pas destinées à se rencontrer, mais à s'opposer. Le 10 avril 1993, Chris Hani est assassiné devant son domicile par un extrémiste blanc. Cet événement place l'Afrique du Sud au bord d'une guerre civile. Des émeutes éclatent, la situation devient explosive. L'assassinat de Chris Hani produit un effet paradoxal. Il contraint les deux camps à reconnaître qu'il n'existe plus d'alternative à une résolution pacifique. Dans ce climat de crise, les négociations pour démanteler l'apartheid, connues sous le nom de CODESA, deviennent l'unique voie possible. Le négociateur en chef de l'ANC est Cyril Ramaphosa, syndicaliste et stratège politique. Face à lui, le négociateur en chef du gouvernement est Roelf-Meyer. L'ancien ministre de la Défense a été nommé ministre des Affaires constitutionnelles, avec pour mandat de négocier la fin du système qu'il a servi. Initialement, la méfiance est totale, mais Ramaphosa et Meyer développent une relation de travail d'une efficacité inattendue. Ils établissent un canal de communication direct et secret pour mener des discussions franches, à l'écart de la sphère publique et des postures politiques. C'est dans le cadre de ces échanges que l'accord de transition prend forme. Ce duo devient le moteur de la transition. Meyer parvient à convaincre les factions les plus dures du Parti national que le changement est inévitable. De son côté, Ramaphosa assure à la base de l'ANC que la négociation n'est pas une capitulation. Leur collaboration s'avère si déterminante qu'ils sont qualifiés d'architectes de la Nouvelle Afrique du Sud. Meyer cesse d'être un gardien de l'ancien régime pour en devenir le liquidateur. Des années plus tard, Roelf-Meyer quitte le Parti national, fonde une autre formation politique, puis rejoint l'ANC en 2006. Il devient un médiateur international dans des zones de conflit. Ce parcours ramène à la question initiale. La nomination d'un tel homme à un poste de représentation constituerait-elle une trahison ou l'aboutissement d'une réconciliation? Pour les critiques, la thèse de la trahison repose sur un argument simple. Un homme ayant été ministre de la Défense et ayant supervisé l'appareil sécuritaire de l'apartheid ne peut légitimement pas représenter la nation qu'il a contribué à opprimer. Une telle nomination serait une insulte à la mémoire des victimes du régime, comme Chris Hani. Hani lui-même avait mis en garde contre une confiance excessive
envers les figures de l'ancien gouvernement. Dans cette optique, ce ne serait pas un acte de pardon, mais une forme d'amnésie historique visant à effacer les crimes du passé. La justice exigerait que les symboles de l'oppression ne deviennent pas les représentants de la nation libérée. À l'opposé se trouve l'argument de la réconciliation stratégique. Pour ses partisans, le parcours de Roelfmeyer démontre que la transformation individuelle est possible. Il a joué un rôle indispensable dans une transition qui a permis d'éviter une guerre civile. Sa capacité à négocier et à convaincre son propre camp a été un facteur décisif. Sa nomination serait alors le symbole de la philosophie de Nelson Mandela. Juger les individus sur ce qu'ils sont devenus. Ce débat révèle une réalité plus profonde. 30 ans après la fin de l'apartheid, le projet de la nation arc-en-ciel demeure inachevé. La réconciliation est un processus fragile. La controverse ne porte pas seulement sur un individu, mais sur ce qu'il représente. Elle cristallise les frustrations d'une société où les inégalités économiques et sociales, héritage direct de l'apartheid, restent extrêmes. Pour une partie de la population, la réconciliation politique n'a pas été suivie d'une justice économique effective. Le passé demeure une force active dans le présent. Dans ce contexte, les symboles revêtent une importance considérable. Chaque nomination, chaque commémoration est scrutée. La figure de Meyer incarne ce paradoxe sud-africain. Il est lié au système de l'apartheid, mais aussi à sa dissolution par la négociation. Il représente une partie de l'histoire que certains souhaitent oublier et que d'autres refusent de pardonner. Une nation unie peut-elle se construire en intégrant ceux qui ont servi l'Ancien Régime, ou cette unité exige-t-elle le rejet de tous les vestiges du passé? Il n'existe pas de réponse simple. L'histoire de Roelfmeyer, de son rôle de ministre de l'apartheid à celui de négociateur de la démocratie, est une métaphore de l'Afrique du Sud elle-même. C'est une histoire de contradiction, de compromis et d'espoir. La véritable réconciliation implique-t-elle la capacité de collaborer avec un ancien oppresseur? Ou constitue-t-elle un effacement de la mémoire qui trahit les sacrifices de figures comme Chris Hani? La question de savoir si la nomination d'une figure comme Meyer symboliserait une réconciliation aboutie ou rappellerait au contraire que les blessures du passé ne sont pas refermées reste une tension non résolue au cœur de la nation sud-africaine. Et vous, de quel côté penchez-vous? Pardon ou mémoire? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a interpellé, abonnez-vous. On continue d'explorer les zones grises de l'histoire.